Bon, tu m'arrêtes si jamais tu as déjà entendu ça. Enfin, quoique tu pourras pas vraiment m'arrêter. Hein, tu peux mettre dans le commentaire, de toute façon. Bon, bref. Ah, ce jeu-là, c'est le nouveau Skyrim. Ah, ce jeu-là, c'est le nouveau Final Fantasy. Ah, ce jeu-là, c'est le nouveau Elden Ring. T'as déjà entendu ce genre de propos? Je suis sûr que oui. Alors, c'est normal. C'est tout à fait normal. Même moi, je le dis des fois pour quelqu'un qui découvre un jeu, je peux lui dire, ah, t'as aimé ce jeu-là? Bah ça, c'est un peu pareil. C'est le nouveau ça. C'est un peu la relève, etc., etc. Avec Baldur's Gate 3, pourquoi je dis que ce jeu pourrait être le nouveau Elden Ring? C'est pas que ce jeu est un Souls-like, un FromSoft, tout ce que tu veux. Non, non, non. Ça peut avoir le même effet. C'est-à-dire un effet déjà de surprise, mais aussi un effet genre explosion nucléaire dans le jeu vidéo. Ce jeu est extrêmement ambitieux. Mais vraiment quoi, jamais. L'autre jeu tout aussi ambitieux de cette année, c'est Starfield. Avec tous les trucs de science-fiction, les planètes, l'exploration, tout ça. C'est vraiment les deux jeux les plus ambitieux de cette année. Final Fantasy XVI, moi j'ai surkiffé, était très ambitieux dans un domaine, c'était justement de l'histoire, de raconter l'histoire, de vraiment aller dans une autre sphère. Mais là on parle d'ambition en termes de globalement du jeu quoi. Baldur's Gate 3, c'est plus de 174 heures de cinématique. Là direct je vois les gens dire ah, j'ai pas supporté autant de cinématiques dans FF16, c'est pas pour supporter 10 fois plus, 20 fois plus dans un autre jeu. Alors, ça se vend comme ça, mais évidemment, c'est pas 174 heures de cinématique back-to-back, genre de suite. En fait, c'est 174 heures de cinématique ou plus qui combinent un peu toutes les options, toutes les branches du scénario que tu peux prendre. Donc évidemment, quand toi, tu vas jouer au jeu et que tu joues un seul personnage et que tu fais les quêtes principales et quelques quêtes annexes, ça va pas être 174 heures de cinématique, t'inquiète. Ça va être un jeu, on va dire, c'est très gourmand comme jeu, pas gourmand, c'est un jeu qui va beaucoup t'offrir, ça va être un gros buffet. Après, tu vas manger comme tu veux le buffet. En vrai, personne ne t'oblige à tout prendre. Tu peux juste picorer dans ton plat et puis voilà, c'est tout. Ça peut être un jeu comme ça. Mais globalement, ça se veut être un RPG ambitieux. Alors moi qui suis amoureux du RPG, t'imagines bien que ça m'excite, je suis hypé. J'ai joué au jeu aussi, j'ai joué au jeu et je peux te confirmer que oui, ce jeu va être phénoménal en termes de ce qu'il peut offrir. Maintenant, au niveau de l'écriture, au niveau de tout le reste, ça évidemment, ça va dépendre de toi et de ce que tu recherches dans un jeu. Alors pourquoi l'effet bombe nucléaire Elden Ring? Je vais me focaliser sur un aspect du jeu, le gameplay. Alors Elden Ring, on va dire, a démocratisé pour beaucoup le style From Software, c'est-à-dire le jeu avec un challenge très élevé, avec des patterns de boss qu'il faut apprendre. Genre, tu fais un combat de boss, en général, tu vas pas réussir du premier coup. Avec les From Soft, en général, tu dois faire le combat quelques fois pour comprendre un peu comment le boss il marche, quelles sont les phases de boss, comment il bouge, c'est quoi ses attaques, la puissance de ses attaques, comment une position tu peux utiliser, blabla. Bref, en gros, tu dois faire beaucoup de stratégies avant de pouvoir venir à bout du boss. C'est ça de FromSoft. En termes, on va dire, vulgaires, c'est un peu ça. Tu essayes, tu meurs, tu essayes, tu meurs, tu essayes, tu meurs, et ensuite, boum, tu vas réussir. Avec Baldur's Gate, je vois passer beaucoup de gens qui disent « Ah, ça va être le GOTY, c'est lui le vrai GOTY avec tout ce qu'il va offrir, c'est tellement énorme ce jeu, création de personnages complètement ouf. » Et oui, c'est vrai, c'est complètement ouf, je vais en parler un peu plus tard. L'histoire va être hyper bien écrite, il y a beaucoup de narration, beaucoup de scénarios dans ce jeu. C'est vraiment un RPG comme on l'entend, c'est-à-dire un role-playing game. Tu vas jouer un rôle et tu vas le jouer à fond. Tu peux le jouer de façon gentille, méchant, chaotique, neutre, ce que tu veux. Ça va être ton choix, enfin tes choix, et ça va être ton jeu, vraiment, mais vraiment. Tu as plusieurs origines de personnages, tout ça, bref, ça va être phénoménal en termes d'options, en termes de branches de scénario, en termes d'exploration. Ça va être tout simplement phénoménal, presque du jamais vu, dans le sens que un jeu d'une telle ambition, là, ça va en jeter. Mais moi, je mets ma petite pièce sur un petit bémol. Et je ne sais pas si ça va être justement l'effet Elden Ring. Je pense que peut-être, avec tout ce que le jeu peut offrir, ça pourrait l'être. Je parle du gameplay tour par tour isométrique. Alors c'est très spécifique ce que je dis. C'est pas du tour par tour style Final Fantasy 7, Final Fantasy 10 ou Dragon Quest 11. C'est pas ce genre de tour par tour. Moi je parle de tour par tour vue isométrique, vue de haut, vue d'oiseau. Enfin vue d'oiseau. Vue plutôt élevée. En 3D évidemment, et avec un côté tactical RPG. Pour moi, ça se rapproche beaucoup plus du tactical RPG, genre un Final Fantasy Tactics ou un Fire Emblem plutôt qu'un Final Fantasy ou un Dragon Quest. Donc, ce gameplay-là, je le sais,
Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. C'est limite un repoussoir direct. Ils voient le gameplay et disent « Ah non, c'est bon, c'est mort, non, je vais même pas essayer. » C'est un peu le même effet que les gens avaient du From Software. Dès qu'ils voient la DA, « Ah, c'est une super DA, ça a l'air très cool. » Ensuite, on voit du From Soft. « Ah, ça va être le genre de gameplay qui m'intéresse pas du tout. » C'est pour ça que certains jeux de From Software est passé under the radar. Donc, limite, c'est pas vraiment niche parce que ça s'est quand même bien vendu avant Elden Ring. Mais bon, c'est pas non plus le phénomène que ça a été après Elden Ring. Elden Ring a vraiment popularisé cette forme de gameplay, ce style de gameplay. Alors Baldur's Gate 3, moi je pense que s'il arrive à faire que les gens vont donner une chance au jeu, malgré le fait que ce soit du tactical RPG, entre guillemets, là on pourrait peut-être tenir la bombe de 2023. Starfield aurait de quoi avoir peur, parce que, dans le sens d'ambition, je vais dire, les deux jeux, c'est les deux jeux les plus ambitieux de cette année. Et donc, pour moi, il y a des chances que si jamais, toi qui me regardes, qui n'est pas du tout féru de jeux tactiques, tu vois Baldur's Gate 3, tu entends parler de Baldur's Gate, les gens te disent « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, ce que tu peux faire dans le jeu, c'est juste ouf. » Tu vas peut-être télécharger le jeu, tu vas l'essayer et tu vas peut-être kiffer, malgré que peut-être c'est pas ton style de jeu principal, c'est-à-dire le tactical RPG. Là, s'ils arrivent à faire ça, là oui. Là, le jeu pourrait être le nouveau Elden Ring dans le sens que ça va être le jeu qui va tout tabasser sur son chemin. Parce que je te dis un truc. J'en ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. En live, sur des vidéos. J'ai même fait une vidéo découverte de Baldur's Gate 3. Et on m'a souvent dit, en MP ou même dans les commentaires, je crois qu'il faudra que je regarde, que c'est dommage, c'est isométrique, c'est tactical, c'est tout par tour. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et là, pour le coup, je te dis un truc. Elden Ring avait cette capacité, avec ce gameplay, c'est-à-dire ils l'ont transformé en open world, ce qui a tout changé. Donc tu pouvais contourner les boss, faire du farming, revenir, et tu pouvais battre le boss après avoir farmé, après être monté en niveau. Mais en même temps, quand tu pouvais contourner un boss, tu continuais à jouer au jeu, tu explorais le jeu, tu découvrais des nouvelles zones, etc. C'est pas comme si tu faisais le même chemin 10 000 fois. Il y avait vraiment un côté, tu continues le jeu, tu n'es pas obligé de finir ce boss-là, tu peux continuer le jeu et puis revenir après. Dans Baldur's Gate 3, j'y ai joué et moi j'aime beaucoup le tactical. C'est pour ça moi je suis hypé. Moi j'adore le tactical et j'adore les tour par tour. Mais c'est pas révolutionnaire dans le sens que ça n'apporte pas quelque chose de nouveau qui va faire que subitement les gens vont kiffer ce gameplay. Ce qui va être différent, c'est le fait que quand tu vas commencer le jeu, direct, tu es dans des cinématiques, c'est dynamique, il y a beaucoup de rythme dans ce jeu dès le départ. Et d'ailleurs, ils ont même remanié l'intro, le tutoriel, après le feedback, le retour des joueurs qui ont joué en Early Access. Ils ont remanié un peu tout ça. Et donc, du coup, il y aura un peu de nouveauté. Ça n'a pas tout changé, c'est pas le jour et la nuit, mais il y a un peu de nouveauté. Donc, c'est dynamique, l'histoire, elle prend direct, tu es vraiment happé par l'histoire directe. Et même si c'est Baldur's Gate 3, oui, il y a des références. D'ailleurs, moi-même, quand j'y ai joué, il y avait des références que je comprenais pas trop parce que moi, j'ai pas fait Baldur's Gate 1 et 2. Mais c'est des références, on va dire, un peu subtiles. Alors, même si tu n'as jamais fait un Baldur's Gate, tu peux aisément le prendre et tu vas pouvoir y jouer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, il y aura des références qui vont te passer par-dessus la tête. Un peu comme ça a été le cas pour moi. Mais voilà, le rythme était très bon. Et même si c'est en vue isométrique, moi, un truc qui me dérangeait avec ce genre de jeu, comme avec Divinity et les Pillars of Eternity, c'est qu'il n'y a pas de cinématique troisième personne où tu vois ton personnage de près. Il n'y avait rien dans ces jeux-là. Là, dans Baldur's Gate 3, tu as des cinématiques traditionnelles, c'est-à-dire troisième personne, tu vois ton personnage, un peu comme Dragon Age ou The Witcher, Dragon Age ou Witcher, je pense que c'est les meilleures références en termes de cinématiques de ce qu'offre Baldur's Gate parce que c'est des cinématiques in-engine, donc avec le moteur du jeu. Pour moi, c'est très très satisfaisant. Les cinématiques de Baldur's Gate 3 sont satisfaisantes. Donc, tu as ces cinématiques qui en fait peuvent te pousser à continuer le jeu, à être pris dans le jeu. Et c'est là que tu vas t'habituer un peu au tactical RPG. Si jamais tu n'es pas un féru de tactical, ça pourrait vraiment t'aider. Par exemple, moi je sais que pour Fire Emblem Three Houses, je connais des gens qui n'étaient pas très tactical RPG, mais qui étaient happés par l'histoire en fait. Et c'est vrai que pour moi, Three Houses a un bon rythme et une bonne histoire qui fait que ça peut t'accrocher. Là, Baldur's Gate 3, je pense que ça va être assez similaire. Si jamais évidemment,
tu es un peu féru de Medieval Fantasy, tu aimes un peu ce côté Lovecraftien, un peu horreur, un peu RPG, médiéval, etc. C'est un beau mélange de tout ça, tu pourrais kiffer. Pour moi, Baldur's Gate 3 s'adresse principalement aux fans des Witcher, Dragon Age, Skyrim, etc., les Elder Scrolls. Tu vas kiffer. Maintenant, moi, quand je parle de l'effet Elden Ring, je parle du grand public, celui qui n'a jamais touché un tactical ou qui n'aime pas vraiment les tactical. Là, peut-être, ça peut franchir un cap. Ça peut vraiment ouvrir quelque chose. Et pour te dire à quel point ce jeu est ambitieux et pourquoi l'ambition pourrait en fait être une carte qui va tout raser sur son chemin, la qualité qui fera que tu vas oublier un peu ce que tu n'aimes pas dans le gameplay. Tu as des développeurs de jeux qui disent que, attention, oui, on est excité pour Baldur's Gate 3, et je parle des autres développeurs de jeux, pas de ceux qui ont bossé sur Baldur's Gate 3, qui disent, attention, ce jeu, il a l'air extraordinaire, mais ne prenez pas ça comme étant la nouvelle barre à mettre. Parce qu'en fait, le jeu, il a pris des années et des années à peaufiner, à être développé, parce que ça a été en Early Access, je crois, pendant 3 ans. 3 ans de Early Access. C'est quand même beaucoup. Et pendant ce Early Access, ils ont eu le temps de peaufiner les choses, régler les bugs, prendre le retour des joueurs, etc. Il y a eu beaucoup de temps d'investissement dans le jeu. Donc, ce produit que tu auras là, qui va sortir sur PC là, le 3 août et le 6 septembre sur PS5, c'est un jeu qui a eu le temps d'être vraiment bien peaufiné. Et les développeurs dans l'industrie, enfin certains, disent attention, c'est super ambitieux, mais tous les RPG ne doivent pas subitement être comme Baldur's Gate 3. Parce que c'est pas tenable en fait. Et que tu sois d'accord ou pas avec ces développeurs-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je dis avec ça, c'est que oui, Baldur's Gate 3, même aux yeux de l'industrie, c'est un RPG extrêmement ambitieux. Alors, moi, je suis excité parce que d'une part, la création de personnages, alors je t'ai déjà fait une vidéo dessus, mais la création de personnages est magnifique. Il y a tellement de détails. D'ailleurs, est-ce que tu as toujours voulu jouer un personnage hybride humanoïde dragon ? Tu le pourras dans Baldur's Gate 3. Est-ce que tu veux jouer un moitié elfe, moitié humain ? Tu le pourras. Il y a tellement de variétés, c'est juste incroyable. Ce sera limite très rare de voir 2 personnages créés qui se ressemblent, comme 2 gouttes d'eau. Genre exactement les mêmes, comment on appelle ça ? Les mêmes options. Parce que il y en a tellement en fait. Il y en a tellement. Moi qui passe des heures et des heures sur la création de personnage, je peux te dire que ça, je veux littéralement prendre peut-être un jour ou 2 juste pour créer mon personnage. C'est-à-dire à quel point c'est poussé. Et tu peux même choisir ton amant, ton ex-amant, ton premier amant, ce que tu veux. Tu as le choix de le créer aussi, ou de la créer. Ton personnage peut être, si tu veux, hétéro, homo, ce que tu veux, il peut l'être absolument. Il y a des scènes où tu vas devoir choisir des dialogues, etc. Et ça va dépendre vraiment de comment tu as bâti ton personnage. Et tu auras peut-être besoin qu'un autre personnage dans ton escouade fasse la conversation pour que tu puisses avancer d'une certaine manière ou non. Je te donne un exemple tout bête, juste pour que tu t'imagines. Alors, je suis dans mon escouade. J'ai 3 autres personnages avec moi. On va appeler ABC. Et moi, je suis D. Donc, moi, j'arrive, je suis devant un autre personnage, devant un donjon. Et là, le personnage dit, tu peux pas rentrer, t'as pas le droit. Et je sais que dans ce donjon, il y a quelque chose qui me faut absolument. Et là, je me dis, ok, j'essaie de voir dans mes skills, j'ai pas assez de charisme pour pouvoir passer. Merde, qu'est-ce que je fais ? Je sais que mon personnage a beaucoup de charisme et en même temps, il y a un petit bonus aussi côté flirt. Et là, donc, du coup, je demande au personnage A de parler au gardien donc, de ce donjon. Et boum, on fait le dialogue et on peut passer. Parce que mon personnage avait le skill requis, assez le niveau requis pour pouvoir passer à travers ce gardien. Et ça, c'est juste un exemple tout bête. Ça existe déjà dans le RPG, ils n'inventent pas ça, ça existe. Mais là, pour le coup, ça va être vraiment un côté, tu as toi, ton personnage toi que tu crées, tu peux même choisir un personnage déjà créé avec une origine déjà définie, ou tu crées ton personnage complètement custom, et ensuite, tu as ton escouade. Et là, pour le coup, ton escouade va beaucoup compter. Ça ne va pas juste être des gens qui sont avec toi pour taper les ennemis et puis voilà, pour te faciliter la vie. Non, vraiment, ton escouade va être importante parce qu'à travers leurs skills, tu pourras faire certains scénarios, faire certaines quêtes. Parce qu'il y a des quêtes qui vont être bloquées si tu n'as pas le bon skill, quoi. Et donc, ça va être très important. En parlant de quêtes et tout ça, l'exploration est hyper importante. Parce qu'en fait, quand tu vas aller dans certaines zones, il faut que tu observes bien autour de toi. Parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer si tu as les bons skills et tu vas pouvoir aller dans une zone secrète.
ou débloquer une quête annexe secrète ou une partie de ta quête qui était fermée mais qui va être débloquée. Et à travers cette quête, tu pourras affecter ta quête principale et pouvoir changer quelque chose. Limite, imaginons que tu vas peut-être pouvoir sauver la vie de quelqu'un si jamais tu débloques une quête secrète, mais si tu la débloques pas, la personne va mourir. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ce style-là. Et pour te donner une idée de l'Ariane Studios et ce qu'ils peuvent faire, dans Divinity Original Sin 2, un de leurs jeux, tu pouvais à un moment donné prendre 2 boss, les manipuler à travers des sorts que tu as appris à un bon niveau, téléporter un boss d'une salle et téléporter ce boss-là dans une autre salle avec un autre boss. Et les deux s'affrontent et s'entretuent. Et toi, tu arrives quand l'un des deux est vainqueur. Et donc, le boss qui reste, sa vie est complètement diminuée ou limite presque mort. Tu as juste à aller le buter. C'est le genre de liberté auquel nous a habitués l'Ariane Studios. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement, un tel buzz. Et ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3, dont j'en fais partie, j'ai vu le potentiel du jeu. Alors, le Early Access ne te donne pas accès à tout le jeu. Le Early Access, c'est juste une partie de l'intro, c'est tout. Je crois que c'est le premier acte. Et c'est tout. Donc, du coup, on voit le potentiel. L'exploration, la ville, etc. Ça va être énorme. Je crois que le jeu va être gigantesque, va être énorme et pourrait être un phénomène de 2023. Maintenant, est-ce qu'il a des chances d'être GOTY ? Oui, absolument. Absolument qu'il a des chances d'être GOTY dans le sens qu'il est tellement ambitieux. S'ils arrivent à démocratiser, ou du moins à populariser le gameplay comme l'a pu faire Elden Ring pour le gameplay à la FromSoft, si là, l'Ariane Studios arrive à faire, ils n'ont pas pu réussir ça avec Divinity Original Sin 2, même si les bases étaient là. Divinity Original Sin 2, si tu étais à jouer, tu sais que c'est un très bon jeu, mais c'est un gameplay, voilà, un tour par tour, vue isométrique. Ça n'a pas changé grand-chose dans le sens que le grand public, il y en a qui ont essayé et qui ont aimé, mais ça n'a pas été le gros carton qu'a pu être Elden Ring quand lui il est sorti. Là maintenant, Baldur's Gate 3 pourrait être ce jeu. Est-ce que toi tu penses qu'il y a des chances que ce Baldur's Gate 3 ait le même effet qu'un Elden Ring ? Je mets ma petite pièce dessus. S'ils arrivent à populariser ce gameplay. Si des gens qui essaient le jeu à travers le rythme de l'histoire, à travers le côté bien écrit, le côté liberté un peu du jeu, s'ils arrivent à te faire accrocher, toi qui n'aimes pas le tactical, si tu n'aimes pas le tactical du tout par tour, si tu arrives à accrocher malgré le tout par tour, mais si tu arrives à accrocher à tout ça, il y a des chances que ce Baldur's Gate 3 soit parmi les plus nommés en fin d'année, quoi. Le jeu, il va être épique et énorme. Et ça prend du temps à finir, c'est pas un jeu que tu peux finir en 2 jours. Ça prend du temps à finir. Il est très généreux. Comme j'ai dit, c'est un gros buffet, genre un buffet à volonté, quoi. Donc, on verra. Starfield, pour moi je te dis, Starfield c'est mon attente numéro 1 pour l'instant, parce que j'ai pas joué à Starfield, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai joué à Baldur's Gate 3 et je sais à quoi m'attendre un peu. C'est pour ça que je te dis, ça n'a pas vraiment révolutionné le côté tour par tour tactical. Je sais un peu à quoi m'attendre et je sais que c'est pas un gameplay révolutionnaire. C'est un super gameplay. J'ai déjà joué à Divinity, j'ai déjà joué à genre Solasta, etc. C'est pas le même studio, mais je veux dire, ce style de jeu je connais. Et Baldur's Gate 3 n'est pas une révolution du gameplay tour par tour tactical, mais c'est très addictif. C'est le côté liberté et de vraiment créer le personnage que tu veux sur tous les points. Physiquement, skills, sorts, tout ce que tu veux, tu as le choix. C'est vraiment une liberté sans précédent, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Je te le dis, la liberté de ce jeu est extraordinaire. Mais voilà, le gameplay pour moi, ça reste assez, pas classique, mais bon, c'est pas un gameplay qui m'a non plus donné une claque. Mais j'aime vraiment beaucoup le jeu, c'est pour ça que moi, Baldur's Gate 3, c'est le deuxième jeu que j'attends le plus de cette fin d'année. Starfield étant le numéro 1. Ensuite, Spider-Man 2, t'as aussi Sea of Stars que j'adore, que j'ai beaucoup aimé la démo, t'as Robocop, etc. Mais vraiment, en termes d'ambition pure, Baldur's Gate 3 est limite un degré chouïa plus ambitieux que même Starfield. Donc il y a des chances qu'il soit le GOTY surprise de cette année. Ça peut être la claque à laquelle tu t'attendais absolument pas. Ah là là, je te jure, 2023, pour moi ça va être considéré plus tard comme étant une des plus grandes années du jeu vidéo. En tout cas pour moi, elle l'est déjà. Une des plus belles années de JV que j'ai jamais eues.
J'ai déjà 2 jeux qui m'ont absolument, mais ils me foutent une claque de ouf. Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, ces deux sont absolument incroyables. Pour moi déjà, Final Fantasy XVI, c'est mon GOTY. Maintenant, reste à voir si Starfield ou Baldur's Gate 3 pourra le surpasser. Moi, j'espère que chaque jeu que je joue soit en fait encore meilleur, une meilleure expérience que le jeu que j'ai joué précédemment. Donc là, du coup, j'espère, j'ai beaucoup d'attentes pour ces 2 jeux-là, particulièrement pour ces 2-là, Starfield et Baldur's Gate 3. Quelle année!